Sur la côte israélienne, quelque part entre Tel Aviv et Haïfa, il y a des plages magnifiques, des complexes hôteliers, tout ce qu'on attend d'un lieu de vacances. Sauf que sous le sable et le béton de l'un de ces paradis pour touristes se cache une histoire beaucoup, beaucoup plus sombre. Une histoire de violence, de déplacement, qui a été délibérément enfouie pendant des décennies. Alors dans ce décryptage, on va soulever le tapis pour voir ce qui s'est vraiment passé. Imaginez la scène. Vue du ciel, c'est vraiment idyllique. On voit des récifs coralliens, des espaces verts luxuriants, des maisons modernes. Ça pourrait être la Grèce, Chypre ou même la Floride. Bref, l'endroit parfait pour des vacances. Mais ce paysage, aussi beau soit-il, cache une cicatrice, un secret que seuls quelques anciens connaissent encore. Aujourd'hui, on appelle cet endroit le complexe Eldor. C'est un lieu de détente, de loisirs. Mais avant 1948, à cet endroit précis, il y avait Altentura. C'était un village de pêcheurs palestiniens, plutôt calme et prospère, où vivaient environ 1500 personnes. Leur vie tournait autour de la mer et de la terre. Le contraste entre le passé et le présent est saisissant. Et on s'en doute, cette transition ne s'est pas vraiment faite dans la paix. Pendant presque 50 ans, l'histoire officielle était très simple. Il y a eu une bataille, les villageois sont partis, point. Sauf que la vérité, elle, a commencé à refaire surface petit à petit. D'abord, en 91, une découverte assez macabre. Des ouvriers tombent sur des ossements en creusant et le chantier est stoppé, net. Puis, en 98, c'est une révélation académique. La thèse d'un étudiant israélien qui s'appuie sur des témoignages de soldats documente un massacre. Et enfin, tout récemment, en 2023, la confirmation scientifique. L'agence Forensic Architecture a localisé très précisément les fosses communes. Du coup, la question n'est plus de savoir si quelque chose s'est passé, mais de vraiment comprendre l'ampleur de ce qui a été caché. Et la réponse, assez troublante, elle vient directement de ceux qui étaient là. Et là, attention, ce témoignage ne vient pas d'une victime. Non, il vient d'un des auteurs des faits. Un soldat de la brigade Alexandroni, Amitsur Cohen, qui a admis, sans détour, les sources disent même en riant « J'étais un meurtrier, j'avais un fusil d'assaut avec 250 balles et je l'ai terminé ». Cette confession, glaçante, parmi d'autres, a été l'une des clés pour briser des décennies de silence. Et voici la conclusion de l'enquête. C'est là que ça devient vraiment concret et assez sordide. L'un des charniers principaux se trouve juste là, sous le parking du complexe hôtelier, à côté de la plage. Chaque jour, des touristes garent leur voiture, marchent vers la mer, sans la moindre idée qu'ils se trouvent sur un cimetière qui n'a jamais eu de nom. L'histoire d'Altentura, c'est l'exemple parfait d'un passé qu'on a littéralement pavé pour faire place au présent. Comment une telle histoire a-t-elle pu être cachée aussi longtemps ? En fait, le cas d'Altentura n'est pas un cas isolé. Selon l'historien israélien Ilan Pappé, il fait partie d'un récit national beaucoup plus large. Un récit construit sur une série de mythes fondateurs, ce qu'il appelle des légendes, qui ont été conçus pour justifier la création de l'État et pour effacer ce qui existait avant. C'est là qu'intervient Ilan Pappé, dont le livre est une des sources principales de cette analyse. Pour lui, pour confronter le présent, il faut absolument déconstruire ces légendes. Ce ne sont pas juste des histoires qu'on raconte, ce sont des outils politiques très puissants qui ont façonné la perception du conflit, que ce soit en Israël ou à l'étranger. La légende la plus connue, c'est sans doute celle d'une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Cette phrase a énormément marqué l'imaginaire occidental, elle a peint l'image d'une Palestine vide qui n'attendait que d'être cultivée. Pourtant, la réalité historique, elle est tout autre. Des villes comme Jaffa étaient de vrais centres culturels. Et bien avant ça, entre 1871 et 1877, une expédition britannique avait déjà cartographié toute la région et documenté plus de 13 000 noms de lieux arables, la preuve d'une présence et d'une histoire bien ancrée. Alors, comment cette légende a-t-elle pu prendre le dessus ? Eh bien, la source décrit une stratégie assez méthodique, en 3 temps. D'abord, acheter des terres, souvent à des grands propriétaires qui n'habitaient même pas sur place. Ensuite, remplacer la main-d'œuvre. Les fermiers palestiniens qui cultivaient ces terres depuis des générations étaient tout simplement expulsés et on imposait que seuls des travailleurs juifs puissent y travailler. Et enfin, un boycott économique pour créer une société parallèle complètement coupée de la population locale. Une autre légende qui a la vie dure, c'est celle de la Grande-Bretagne vue comme un ennemi, un obstacle à la création d'Israël. C'est une image d'Épinal presque, les combattants pour la liberté face à l'Empire britannique. Mais la réalité historique, d'après nos sources, est bien plus nuancée. Loin d'être un obstacle, le mandat britannique a été un incubateur indispensable à la création de l'État d'Israël. Concrètement, comment ça s'est passé ? Eh bien, le soutien britannique a été crucial à plusieurs niveaux.
D'abord, il y a eu la déclaration Balfour qui a donné une légitimité internationale au projet. Ensuite, le mandat a permis une immigration juive massive. Et puis, la répression très brutale de la grande révolte arabe dans les années 30 a complètement décapité le leadership palestinien. Et, ironie de l'histoire, ce sont les Britanniques qui ont formé et armé les milices juives, leur donnant une expérience militaire qui sera décisive. Et ça nous amène directement en 1948 au cœur de l'histoire fondatrice d'Israël. La légende, on la connaît, c'est l'histoire d'un combat miraculeux, un petit David juif qui survit à l'attaque d'un Goliath arabe surpuissant. Mais les chiffres et les documents de l'époque, tels qu'analysés dans nos sources, racontent une histoire bien différente. Le point crucial que la source met en avant, c'est l'existence du plan Dalet. Loin d'être une simple réaction de défense, ce document est décrit comme un plan détaillé, préparé des mois à l'avance, pour l'expulsion systématique des Palestiniens de larges pans du territoire. L'objectif était clair, sécuriser les frontières du futur État juif. Et le plan incluait des ordres très explicites pour assiéger, bombarder et détruire des villages. Pour bien comprendre, il faut revenir un peu en arrière, au plan de partage de l'ONU de 1947. Ce plan proposait de donner 56% du territoire au futur État juif, y compris les terres les plus fertiles le long de la côte, et 43% à un État arabe. Le problème, c'est que cette répartition des terres était en décalage complet avec la démographie. En 1947, la population juive, c'était un tiers de la population totale, et elle ne possédait légalement qu'environ 6% des terres. Le plan de l'ONU leur en accordait 56%. C'est cette disproportion qui explique en grande partie pourquoi les dirigeants arabes ont rejeté le plan. Et sur le plan militaire alors ? Eh bien là aussi, l'image de David contre Goliath s'effrite pas mal. Au début de la guerre, les forces juives étaient en fait plus nombreuses, mieux organisées, mieux entraînées et mieux armées que les armées arabes combinées. Celles-ci venaient de pays tout juste indépendants et manquaient cruellement de coordination. La conséquence de cette guerre, c'est ce que les Palestiniens appellent la Nakba, la catastrophe. Un véritable bouleversement démographique. Et derrière ce mot, il y a un chiffre, 750 000. 750 000 Palestiniens, c'est-à-dire plus de la moitié de la population arabe de l'époque, qui sont devenus des réfugiés. Et puis il y a un autre chiffre, 530. C'est le nombre de villages et de villes, comme Al-Tantoura, qui ont été vidés de leur population. Beaucoup ont été carrément rasés pour être sûrs que personne ne revienne. C'est l'origine d'une crise des réfugiés qui dure encore aujourd'hui. Bon, tout ça, c'était en 1948. Mais comment cet héritage continue-t-il de peser sur la réalité d'aujourd'hui ? Parce que ces événements, ce n'est pas de l'histoire ancienne. C'est vraiment la racine d'un conflit qui n'en finit pas. Cette citation de Benjamin Netanyahou, par exemple, elle est assez parlante. Elle illustre bien la continuité de cette idéologie fondatrice. L'idée d'un État qui privilégie un groupe ethnique par rapport aux autres, ça reste un principe directeur de la politique israélienne. Et ça se traduit par un système où tout le monde n'a pas les mêmes droits. Et cette réalité, elle est très complexe. Elle est différente selon l'endroit où vivent les Palestiniens. À l'intérieur même d'Israël, ils sont citoyens, mais font face à une discrimination systémique. En Cisjordanie, des millions de personnes vivent sous occupation militaire. Leur vie est rythmée par les checkpoints et l'avancée des colonies. Et puis à Gaza, 2 millions de personnes sont sous un blocus très strict dans ce que beaucoup décrivent comme la plus grande prison à ciel ouvert du monde. C'est cette situation qui a conduit des organisations de défense des droits humains très sérieuses, comme Human Rights Watch et Amnesty International, mais aussi d'anciens responsables israéliens, à utiliser un mot très fort, très lourd de sens, apartheid. Ils estiment que ce système de contrôle et de discrimination basé sur l'identité ethnique correspond à la définition juridique internationale de ce crime. Et on termine là où on a commencé, à Al-Tantoura. L'histoire de ce village, caché sous un parking, nous pose une question fondamentale. Est-ce qu'on peut vraiment effacer le passé juste en le recouvrant de béton ? Ou est-ce que la vérité, un peu comme les ossements sous le sable, finit toujours par refaire surface et nous force à nous poser des questions dérangeantes sur la mémoire, la justice et la façon dont on construit nos histoires nationales ? C'est une question qui, visiblement, reste ouverte.